Patrick Savidan, merci d'avoir accepté notre invitation Merci à vous. conjointe. Fondation Jean Jaurès, SLET. On repart pour une saison de la Cité des Livres Studio, 15 minutes autour d'un livre et d'un auteur. Je vais vous présenter très très rapidement, hein. Vous êtes le président de l'Observatoire des inégalités, sur notre site sur une présentation plus complète. Et vous venez de faire paraître Voulons-nous vraiment l'égalité chez Albin Michel. Je vous pose immédiatement deux questions sur le contexte dans lequel ce livre intervient. D'abord sur la situation et ensuite sur le ressenti. La situation en quelques chiffres ou quelques faits qui vous paraissent les plus marquants. Que peut-on dire des inégalités aujourd'hui? Alors, pour répondre de manière un peu précise, il faudrait distinguer le type d'inégalités auxquelles on songe, mais si on doit aller à l'essentiel et par exemple prendre quelque chose qu'on connaît assez bien, qu'on maîtrise assez bien en termes d'objectivation, comme on dit, c'est les inégalités de revenus, les niveaux de pauvreté, etc. Là, on sait que la situation est plutôt plus dramatique qu'elle n'était il y a quelques décennies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu inédite, au sens où pendant longtemps, les inégalités se sont creusées pour des raisons qui tenaient au décollage des très très hauts revenus. Là, aujourd'hui, on sait qu'on a plutôt une sorte de ciseau qui se produit avec un affaissement, voire une franche dégradation du niveau de vie des plus défavorisés, malgré le relèvement du RSA, malgré le relèvement de l'allocation logement, ce qui se traduit par une sorte d'augmentation assez forte du niveau des inégalités depuis une bonne dizaine d'années, en fait depuis la crise. Alors que jusqu'à présent, on était dans une situation où le niveau des inégalités stagnait, en gros depuis les années 90. Là, on a vraiment très clairement, au début des années 80 en fait, et là on a vraiment très clairement une sorte de dégradation vraiment observable qui se traduit par, encore une fois, pour 60% de Français, un niveau de vie moindre. Soit que leur revenu est stagné, soit au contraire qu'il est carrément diminué. Pour les 30%, c'est le cas. Moins on va bien en fait, plus on va mal. D'accord. Dans votre ouvrage, vous évoquez effectivement le fait que c'est un phénomène assez général qu'on retrouve dans beaucoup de pays, beaucoup de sociétés. Donc j'en viens à un aspect qui nous paraît extrêmement important, qui est celui du ressenti. Il y a constamment un phénomène qui est en train de se produire autour des inégalités, de leur perception, de la façon dont on pourrait les combattre. Nous, on l'a mesuré au plan éditorial. On a eu l'occasion de rencontrer pas mal d'auteurs, d'autres livres sont en train de paraître. Quels sont les éléments clés là aussi de ce ressenti? Comment est-ce qu'il évolue? En quoi il est en train de devenir véritablement un des points clés de compréhension de nos sociétés? Ce qui est vraiment marquant en fait, c'est qu'il n'évolue pas. Oui. C'est qu'il est, l'état qui est le sien aujourd'hui est un état qui est relativement ancien. C'est-à-dire que ça fait une bonne quinzaine d'années, bonne vingtaine d'années qu'on sait que les gens en savent finalement plutôt pas mal sur les inégalités, par exemple les inégalités de revenus encore, et que leur attitude face à ces inégalités est relativement stable en ce sens qu'elle est critique, que les gens pensent qu'il y a trop d'inégalités, qu'elles sont trop importantes et qu'il faut les réduire. Et que précisément la société pour le moment a évolué dans le sens de l'injustice. Ils craignent que cette inégalité se creuse encore dans les années à venir. Et donc, très clairement, leur position ne souffre aucune ambiguïté. Il y a 75 à 80%, suivant les études, de Français, par exemple, mais c'est aussi le cas, dans des proportions peut-être un petit peu moindres, partout en Europe. C'est le cas au Brésil, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Asie même. Les gens trouvent qu'il y a trop d'inégalités, qu'il faut les réduire. Ça, c'est net, c'est stable, c'est massif. Alors ça, c'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Alors passons à leur comportement, puisque vous analysez bien dans votre livre que les comportements individuels des Français montrent un paradoxe, puisqu'ils souhaitent une réduction des inégalités, mais chacun a tendance à se comporter d'une manière qui aboutit à les maintenir, voire à les renforcer. Alors un exemple connu qui est celui de l'école et de la carte scolaire, qui est contourné, ou l'exemple de l'immobilier dans lequel chacun va chercher les meilleurs quartiers pour se protéger, pour être plus confortable. Et tout ça, vous l'expliquez, et l'objet de choix rationnels, mais aboutit en bout de course à exclure d'autres personnes ou à renforcer ces inégalités. Et vous écrivez qu'il devient impossible de lutter pour soi sans lutter contre les autres. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce paradoxe? Alors c'est très difficile en fait de démêler la part que peut prendre chacun individuellement à l'état de la situation et son évolution. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on en sait de plus en plus sur les inégalités, on est de plus en plus critique à l'égard des inégalités, et pourtant les inégalités se creusent de manière assez constante et sur la même période. Donc si on doit essayer de faire quelque chose de ces deux constats, la question est bien de se dire, puisque nous sommes en démocratie, que se passe-t-il? Pourquoi n'en faisons-nous pas suffisamment
pour inverser la tendance, car précisément, manifestement, nous voulons inverser la tendance, et je pense que cet engagement-là est sincère. Il n'y a pas de raison de penser que les gens disent on veut moins d'injustice, moins d'inégalité, mais qu'en fait ils souhaiteraient plus d'injustice et plus d'inégalité. S'ils voulaient plus d'inégalité, ils diraient non, il y a des différences qui se justifient. Ils ne sont pas juste hypocrites. Voilà. Non, je pense que c'est pas le cas. Sinon, on a déjà trouvé des moyens de justifier les inégalités par le passé. À un moment, on le faisait en parlant d'équité. On disait oui, il y a des différences qui se justifient parfaitement. Il y a des gens qui travaillent fort, il y a des gens qui ont plus de responsabilités, donc c'est bien naturel qu'ils gagnent beaucoup plus. Donc il y a des possibles. Oui, tout à fait. Donc il y a cette idée qui me conduit à dire on est en démocratie, donc ça implique pour nous cette question un peu désagréable, qui est savoir qu'est-ce qu'on fait exactement collectivement pour faire évoluer les choses dans la direction qui nous importe fondamentalement. Si on considère les résultats, manifestement, ce n'est pas suffisant. Après, il y aurait plusieurs manières d'expliquer les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. On pourrait dire les gens s'investissent énormément politiquement, mais on a un problème qui est un problème d'efficacité qui tient tout simplement au contexte international, au fait que finalement il y a des facteurs externes qui pèsent sur nous, qui font qu'on ne peut pas finalement donner vie au type d'aspirations qui sont les nôtres. On n'arrive pas à développer les politiques publiques qui devraient résoudre le problème qu'on a en tête, ou au contraire, les politiques publiques qui seraient de bonnes politiques publiques ne produisent pas les effets qu'on attend. Et on a pas mal de bons bouquins sur cette question-là, c'est-à-dire l'impact de la mondialisation sur l'évolution de la pauvreté dans un pays comme la France. On a beaucoup d'analyses sur le rôle du chômage dans la production de la pauvreté et des inégalités, le rapport à l'emploi. Ça, on le sait. On a pas mal de livres importants, bien faits, sur la question du rôle de l'école. Mais on n'a jamais eu, il m'a semblé, de livres qui se posaient la question de savoir si, à notre niveau en tant qu'individu, il n'y avait pas également un problème. Parce que si le problème se pose au niveau de l'individu, il n'y a pas de raison de penser que ça ne va pas se reposer au niveau collectif. Alors, le problème pourrait être résolu au niveau individuel, continuer de se poser au niveau collectif. Mais en revanche, s'il ne se pose pas au niveau individuel, c'est une information importante. Et donc c'est l'enquête en quelque sorte que j'ai voulu essayer de mener, essayer de voir pourquoi éventuellement il pourrait ne pas y avoir un problème à ce niveau-là. Et ça a débouché sur une étude un peu philosophique sur le rôle que pourrait jouer la volonté et la faiblesse éventuelle de cette volonté dans cette configuration-là. Il y a justement quelque chose qu'on retrouve au plan individuel et au plan collectif, un terme sur lequel vous revenez dans votre conclusion, qui est le terme de tension. Il y a constablement une tension extrêmement forte qui s'est installée, et une tension qui existe entre une aspiration à l'égalité et qui jusqu'à présent est très très largement inaboutie. Est-ce qu'il y a, vous savez qu'on reproche beaucoup aux essayistes en ce moment, nous les premiers d'ailleurs, de faire d'excellentes analyses et pas forcément d'aller plus loin dans les propositions qui pourraient être faites. C'est pas le cas dans votre ouvrage, mais est-ce qu'il y a plus loin un débouché politique possible pour résoudre ces tensions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait éventuellement se mettre en place, exister, émerger au plan politique, qui soit en lien avec cette question? Et notamment, est-ce qu'il y a une certaine conception de la solidarité, qui est un terme que vous travaillez, enfin une notion que vous travaillez aussi beaucoup dans votre ouvrage, autour de laquelle on pourrait faire des propositions, réimaginer des concepts, mobiliser un certain nombre de forces, etc. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette tension? Alors, très clairement, mon souci, c'est un souci pragmatique. Quand j'ai écrit ce livre-là, je l'ai écrit aussi parce que le problème, je me le posais à moi-même. C'est-à-dire qu'en tant que président de l'Observatoire des inégalités, j'ai interrogé tout simplement la pratique qui était la nôtre. On diffuse de l'information sur les inégalités. Manifestement, ça produit des effets, parce qu'on n'est pas les seuls non plus à le faire. Les gens en savent beaucoup plus sur la situation. Et puis, nous, si on faisait ce travail-là, c'était aussi parce qu'on voulait informer un débat public qui soit de nature à précisément déboucher sur des politiques publiques de transformation sociale. Donc il y avait très clairement la volonté de produire un impact. Donc cette volonté, ce désir-là, il se retrouve inévitablement dans le livre, précisément parce que le livre est une sorte d'interrogation sur la question de savoir si diffuser de l'information sur les inégalités est suffisant. Est-ce qu'il suffit de mettre en main les clés du débat à une communauté politique pour qu'elle se saisisse de ces informations, pour qu'elle les traduise de manière opératoire en un ensemble d'actions. Donc la question de l'action, pour moi, elle est primordiale, elle justifie en fait l'existence du bouquin. C'est précisément parce qu'il n'y a pas de passage à l'action
que ce bouquin existe, en quelque sorte, en tous les cas pour moi. Le problème s'est posé pour moi précisément parce que je ne voyais pas le débouché politique, alors même que la connaissance augmente et qu'elle est mieux partagée. Donc après, comment se fait-il que ça ne débouche pas sur l'action? Et c'est là, effectivement, et ça rejoint aussi la fin de votre précédente question, c'est la question de la solidarité. Je pense qu'on est dans une situation vraiment particulière, en ce sens qu'aujourd'hui, les gens sont venus à penser que la forme de solidarité à laquelle ils sont très naturellement attachés, c'est-à-dire la solidarité de type électif, la solidarité qu'ils ressentent à l'égard de leurs parents, à l'égard de leurs enfants, à l'égard de leurs proches, d'une certaine manière, eh bien, ils ont le sentiment qu'elle est finalement en tension avec la forme publique de la solidarité. Et qu'en gros, aujourd'hui, la situation est telle qu'il y a finalement plus de solution autre que celle de se réinvestir massivement sur la solidarité de type électif, quitte pour cela à se désengager de la solidarité publique. En gros, le problème tient au fait qu'aujourd'hui les deux donnent le sentiment de devoir s'opposer. Et à mon sens, c'est pas complètement absurde de l'avoir pensé de cette manière-là, aussi parce que les politiques publiques, depuis un certain temps, ont tendance à encourager les gens à s'engager dans la direction de la solidarité élective. Quand on a des politiques de ciblage, par exemple, très clairement, on dit, ben voilà, c'est une solidarité élective au sens où elle vise un public particulier à l'exclusion de tous les autres. Quand on a, par exemple, des formes de défiscalisation pour le soutien que les parents peuvent apporter aux enfants, ou que ce soit même sur le plan scolaire ou autre, eh bien, c'est l'idée que finalement, la forme légitime de solidarité, c'est celle que les parents vont pouvoir orienter à leur guise. Donc on a tout un ensemble de petites politiques comme ça qui ont accompagné l'idée d'une nécessaire individualisation de la solidarité, de la question sociale d'une certaine façon. Et en un sens, les gens ont entériné ces choix publics et simplement ils sont allés au-delà de cette décision-là, et ils ont pris en charge, de plus en plus, ils prennent en charge la solidarité. Ils maintiennent bien sûr des formes de solidarité publique, incontestablement. Les Français restent quand même très soucieux de maintenir un certain état social. Simplement, si on regarde les formes qu'ils soutiennent et les formes dans lesquelles ils se désengagent, on voit que ça traduit un rapport beaucoup plus instrumental à la solidarité. C'est pas une solidarité sèche en quelque sorte, où j'aide quelqu'un dont je sais qu'il ne pourra pas m'aider nécessairement, ou j'aide quelqu'un quand bien même il n'a pas cotisé pour le type d'aide auquel il va pouvoir prétendre. Eh bien, ce type-là d'aide, finalement, il s'en dédouane pas, mais il s'en dégage d'une certaine façon. Donc il y a une sorte de désuniversalisation du rapport à la solidarité, au sens où on rebascule sur une forme plus restrictive, plus assurantielle de la solidarité. En gros, j'aide ou j'apporte mon soutien à la solidarité publique si c'est un dispositif dont j'ai le sentiment qu'il peut fonctionner pour moi aussi, et pour ma famille, et pour mes proches, etc. Mais tout le reste, je m'en désengage. Et vous reliez ça aussi au rapport au temps? Oui. Au fait que le passé est difficile à analyser, que le futur nous fait surtout peur, et que donc on est dans une forme de présentéisme qui nous pousse dans une forme d'angoisse, de ce qui peut généraliser, et du coup on aurait du mal à trouver une issue politique à tout ça, ou en tout cas à replacer ces tendances sur le long terme. Oui, en effet, c'est-à-dire que moi je suis parti du principe que les individus ne sont pas immoraux, ne sont pas déraisonnables, ils ne sont pas irrationnels. En gros, ils essayent de faire au mieux face au pire. C'est un peu la tendance un peu générale. Simplement, le contexte n'est pas porteur pour les formes très généreuses de solidarité, tout simplement pour les raisons que j'indiquais, et qui tiennent aussi à cette configuration un peu temporelle, cette condition un peu temporelle qui se modifie, parce qu'il y a un phénomène d'accélération extrêmement grand qui se traduit par un sentiment de précarité de plus en plus fort et de plus en plus partagé, parce qu'il y a une rotation technologique très importante, parce que les métiers changent très vite, parce que c'est difficile de prévoir à long terme quel type. Quand un jeune, aujourd'hui, on lui dit vas-y, fais ton choix, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard, dans 10 ans, mais quels métiers existeront dans 10 ans? Donc il y a quelque chose de beaucoup plus opaque, beaucoup plus inquiétant, parce qu'on sait qu'on joue gros à chaque coup. Donc tout le monde a tendance à finalement se surarmer. C'est Marie Durubella qui a analysé ça de manière très très juste et fine lorsqu'elle a fait son livre sur l'inflation scolaire, qui avait été mal perçue à l'époque pour certains, qui trouvaient qu'elle allait trop loin. La course au diplôme, c'est ça. La course au diplôme, qui tient tout simplement de la forme du surarmement intellectuel et
certificatoire en un sens. C'est-à-dire qu'on veut de plus en plus de titres pour blinder la position. Et c'est bien naturel. C'est bien naturel que les parents aient tellement le souci du bien-être de leurs enfants qu'ils les surdotent en quelque sorte avec ce type de bien-là, c'est-à-dire des compétences, capacité à parler plusieurs langues et puis tous les diplômes qui vont vous permettre d'évoluer dans la vie, sachant qu'on n'a pas une vision très claire de ce que seront les métiers de demain. Donc il y a une sorte d'inquiétude extrêmement prégnante, extrêmement partagée, qui touche quasiment toutes les catégories sociales aujourd'hui. Pas toutes, il y en a qui sont beaucoup mieux protégées que l'autre, et c'est aussi la nature, le problème qui se pose là. Et puis, il y a le rapport au passé qui est un peu plus instable, la représentation de l'avenir et le présent qui accélère. Donc là, très clairement, les gens ont tendance à se dire faut se resserrer, il faut essayer de recréer de la certitude, recréer de la sécurité, mais à partir d'un espace que je maîtrise, c'est-à-dire des réseaux, des proches, pour essayer de sécuriser leur trajectoire à eux, à défaut de pouvoir sécuriser celle de tous les autres. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit de l'égoïsme non plus. Quand un parent, par exemple, dit « je fais le maximum pour mes enfants », on ne va pas lui dire « c'est égoïste », on ne va pas lui dire « c'est irresponsable ». Non, ce qui est vraiment problématique, c'est le passage de la solidarité élective à la solidarité publique. C'est ça qui ne va plus de soi. Mais pour que ça aille de soi, il faut que les conditions matérielles, donc pour revenir à votre question sur est-ce que ça peut se traduire par des politiques publiques, il faut que les conditions matérielles soient telles que précisément les gens puissent se réinvestir dans des formes de solidarité publique, c'est-à-dire renoue le lien entre solidarité privée en quelque sorte et solidarité collective. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'obtenir tout simplement par des grands discours. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, soyez moins égoïstes, soyez moins solidaires, vous y avez intérêt à long terme, etc. C'est vrai, mais les gens ne sont plus preneurs de ce type de discours. On leur a trop tenu, on les a trop déçus, les promesses se sont accumulées, elles n'ont pas produit les résultats escomptés. Donc les gens maintenant disent, écoutez, moi j'ai mes responsabilités, j'ai des personnes qui dépendent de moi, donc je vais m'organiser de mon côté si ça ne vous dérange pas. D'accord ? Puis quand il y aura des résultats, je verrai si je réévolue. Donc là, réévalue ma position. Et là, je pense que le politique a une responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prouve qu'il est capable de mener à bien des réformes, qu'il est capable de transformer les choses dans le sens d'une meilleure sécurité collective. Parce que là, aujourd'hui, les gens ont le sentiment que la sécurité, c'est-à-dire le fait d'avoir la capacité de maîtriser la précarité, c'est quelque chose que des individus, des groupes sociaux ont la possibilité d'accomplir, mais pas la société dans son ensemble. Le progrès tend à devenir une chose concurrentielle. La sécurité, un bien qui met les individus en concurrence les uns avec les autres. Alors que c'est vrai qu'historiquement, c'est faux. On sait bien que la sécurité, si on veut l'obtenir le plus largement possible, il faut la rendre accessible pour tous. Ce n'est pas un bien qu'on peut obtenir, garantir pour un groupe au détriment de tous les autres, parce que celui qui n'a pas la sécurité, à un moment, il va créer de la sécurité, tout simplement parce qu'il va vouloir sa part de la sécurité. Donc la seule manière d'avancer, c'est que le progrès soit commun, perçu comme tel en outre, et que la sécurité soit un bien commun et pas un bien à propos duquel on entre dans des rapports de concurrence les uns avec les autres. Et c'est pour ça que j'écrivais dans le bouquin qu'il faut essayer de réfléchir à des modalités qui nous permettraient de décoloniser l'avenir. Parce qu'il y en a qui ont un avenir. L'avenir est toujours un peu incertain, on ne maîtrise pas tout. Il y a des aléas, il y a de la fortune, comme on disait à une certaine époque, mais néanmoins, très clairement, on n'est pas égaux face à la précarité, on n'est pas égaux face à l'insécurité. Et c'est là-dessus que les gens, aujourd'hui, se polarisent. Patrick Savédan, merci. Merci à vous. Merci. Merci.